La chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Universal Music Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Comme d'habitude, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, j'aime cette entreprise. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai jamais parlé, d'accord? Mais j'aime bien Universal Music Group. OK? Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, Universal Music Group, ici, c'est un peu comme une major, un peu dans le sens de, voilà, un producteur de musique en tant que tel, producteur, distributeur, enfin, ça dépend comment, ça dépend comment est-ce que vous allez qualifier ça, mais c'est un label de musique. Il fait partie c'est l'un des plus grands. Donc, si on compte, c'est l'une des majors. Donc, parmi les majors, nous avons Universal, nous avons Warner Discovery, non pas Warner Discovery, Warner Music Group, d'accord? Parce qu'on a Warner, qui est également coté en bourse. Warner Music Group, on a également Sony Music. Sony Music. Donc, on a les trois qui dominent à peu près le marché. Il y en a d'autres également, mais quand on cite les grands labels, on cite Warner Music Group, c'est pas en ordre bien sûr, Warner Music Group, on cite Sony et ensuite Universal. Il me semble même que Universal est leader sur le marché. Je pense que Universal est le premier. Donc, si vous parlez de Spotify, si vous parlez de Spotify Music, si vous parlez de Amazon Music, si vous parlez de, comment on appelle ça encore, de Apple Music, vous parlez forcément de Universal, Warner et Sony. D'accord? Le streaming, en fait, voilà, ils n'ont pas le choix que de licencier le contenu à Universal, Warner ou Sony. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est ces personnes-là qui détiennent le catalogue. Encore une fois, le catalogue, c'est la clé. La musique est un peu différent des films, etc. Parce que voilà, Bob Marley aujourd'hui, il est mort, ça fait plus d'une trentaine d'années aujourd'hui, mais son contenu, sa musique continue à se vendre aujourd'hui. Sa musique continue à être écoutée aujourd'hui. Et donc, Bob Marley continue à rapporter de l'argent, et énormément d'argent. Michael Jackson également, tout simplement parce que les masters appartiennent, ou bien le catalogue appartient à Universal Music Group. Simple. Donc, aussi longtemps qu'on écoutera du Bob Marley, excusez-moi, je dis Bob Marley parce que moi j'aime bien le reggae également, donc j'aime le jazz également, mais j'ai également une préférence pour le reggae. Donc, déjà, je ne sais même pas ce que je n'aime pas comme musique. Donc, parce que je me retrouve souvent à aimer également les Georges Brassens ou bien également Julio Iglesias. J'écoute tout, même du Booba parfois. Enfin, même pas parfois, à une époque. On avait Caris également, on avait du Roth, j'aimais bien Kerry James. J'ai même une préférence pour Kerry James en particulier. Parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez, vous commencez à aimer le rap vraiment. Pas les trucs de maintenant, même si parfois dans ce qu'on fait maintenant, il y a certaines bonnes choses, mais sinon, parenthèse fermée, quand on parle de musique, quand on parle de streaming, vous parlez essentiellement de ces grands groupes-là. C'est eux qui vont gagner de l'argent demain. D'accord? Parce que s'ils disent aujourd'hui que maintenant, pour faire jouer du Justin Bieber ou bien pour avoir du Justin Bieber dans vos catalogues, vous devez payer telle somme. Sinon, vous n'aurez pas du Justin Bieber. Bah, Spotify n'aura pas le choix que de payer. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, que Spotify aujourd'hui n'a pas le choix que de faire du podcast. C'est plus facile de percer le podcast aujourd'hui plutôt que de faire dans la musique, d'accord, en tant que label de musique, parce que le catalogue passé a énormément de valeur jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas créer un nouveau Justin, vous ne pouvez pas créer un nouveau Bob Marley, vous ne pouvez pas créer un nouveau, je ne sais pas moi, Michel Sardou, vous ne pouvez pas créer un nouveau Johnny, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Il y aura sans doute des nouveaux, mais voilà, ça va prendre du temps avant que le catalogue ne grossisse. Donc maintenant, au niveau de la musique, quand Spotify fait de l'argent, Universal fait plus d'argent. D'accord? Donc le streaming, ça marche comme vous ne pouvez même pas imaginer. Donc le streaming est venu sauver la musique. C'est pour ça que je dis toujours que le rachat de Vivendi par Bolloré est un cas d'école. Essentiellement, parce qu'à un moment donné, Bolloré valait essentiellement, pas Bolloré, Vivendi valait essentiellement, avait la même valeur que des actions que le segment Universal Music. Donc quand vous achetez du Vivendi, d'accord, vous aviez uniquement Universal Music et le reste c'était gratuit. D'accord? Donc, quand on a spin-off l'entreprise, etc., ceux qui sont sur Vivendi depuis plusieurs années, en tout cas depuis que Bolloré a pris le pouvoir, vous allez remarquer que vous avez fait énormément d'argent. D'accord? Et c'est une valeur qui était déjà en portefeuille à ce moment-là. D'accord? So, maintenant, en termes d'investissement, en termes d'investissement ici aujourd'hui, en termes de prix, en termes de valeur, est-ce que Universal s'échange à un prix qui est adéquat ou bien un prix qui serait intéressant en date d'aujourd'hui? Donc, déjà, on va la mettre dans la watchlist simple.
C'est une entreprise extraordinaire qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Et maintenant, on va pas aller regarder les chiffres parce qu'ils ont publié leurs résultats financiers ici du troisième trimestre et essentiellement, ils sont bons. D'accord. Donc, on a un chiffre d'affaires ici de 2 664 millions ici, donc augmentation de 13% ici à taux de change constant. D'accord. Donc, le revenu de la musique enregistrée a augmenté de 10%. On a également ici les meilleurs vendeurs du trimestre que sont BTS, Blackpink, Ado, INI, Ayanai et Morgan Wallen, je ne sais pas, je sais pas si c'est Ayanai, mais ou c'est Ini ou Ayanai, mais ça me rappelle un groupe de musique. Ça m'étonne juste que ce soit eux, je ne sais pas. En tout cas, on pourra aller vérifier ça ici. Donc, l'EBITDA ajusté a augmenté de 9,1% d'une année à l'autre en monnaie constante grâce à la croissance de revenus. Donc, le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année, d'accord, c'est 7 milliards 398 millions, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période l'année précédente. Donc, les revenus de la musique enregistrée ont augmenté de 10% ici. L'édition musicale a augmenté de 28% d'une année à l'autre. Également, on a une augmentation de 80% ici du merchandising. Et l'EBITDA ici a augmenté de 10% d'une année à l'autre. Ok, parfait. Je vous ai toujours dit que c'est bien de savoir ça a augmenté de 10%, machin, mais pourquoi est-ce que ça a augmenté? Ça, c'est un travail que vous allez faire si Universal vous intéresse. Comment est-ce que j'arrive à cette page? N'oubliez pas que vous pouvez toujours traduire la page en français. Donc, quand vous arrivez sur la page Universal, vous cliquez français et ça va vous donner ce document-ci en français. Ok? Donc, maintenant, je vais le remettre en anglais parce que sinon, ça va nous mettre un peu, ça va me déranger un tout petit peu. Donc, vous voyez ici le revenu croissance. Donc, on peut, à taux de change constant, on est à 13%. Si on ne prend pas en considération la variation des taux de change, si on prend en considération la variation des taux de change, on est à 23%. So, on garde à peu près les marges d'EBITDA, à peu près stable, même si on a une diminution, si on observe bien ici. Mais voilà, on essaie de garder à peu près 20%, c'est déjà assez élevé, surtout que c'est une entreprise qui n'a, en termes de dépenses en capital, c'est presque rien du tout. D'accord? Donc, on peut voir ici les différents segments. Vous voyez ici que le segment du streaming, au total, donc on voit ici que c'est 7% de croissance. Ça peut sembler très petit, mais ça, c'est un trimestre à l'autre. Donc, ça, c'est en prenant en considération la variation du taux de change ici. On a 19% ici. Donc, vous voyez que ça marche. Le taux de croissance est assez élevé à ces niveaux-ci. Au niveau du streaming, croissance élevée. Download, Order Digital Revenue, donc les ventes, etc., 55%. Physical Revenue ici, donc ça baisse. Donc, physical sont les CD, les disques, les 33 tours, etc. Donc, vous avez également Licensing and Order Revenue ici, 40%. Donc, on voit ici que ça se passe plutôt bien. Au niveau du segment Recorded Music, on a le segment Recorded Music, on a le segment Music Publishing et on a également le segment Merchandising. Donc maintenant, ne venez pas me demander la différence entre les trois ici. Universal, c'est une entreprise sur laquelle je n'ai pas encore fait mes devoirs. D'accord? Donc, faites attention. N'empêche qu'on a un big trend qui est présentement présent à ces niveaux-ci, notamment le streaming. Okay? Plus on va consommer de la musique à long terme, plus ces entreprises auront tendance à faire de plus en plus d'argent. OK? So, maintenant, on va aller regarder les chiffres ici. Et quand on va parler de chiffres, je vous rappelle que ici, Universal vient juste des côtés. Ça fait à peu près, voilà, depuis 2021 ici. Donc, on n'aura pas beaucoup d'informations financières ici, sur ces sites-ci. D'accord? Mais il faut également savoir qu'en termes de marge, on a quelque chose qui ne sera pas à peu près stable ici parce qu'on n'a pas encore une certaine visibilité. Donc, je vais me baser à peu près sur ce qui s'est passé au premier semestre également ici pour prendre ma décision. Enfin, par rapport aux marges surtout. Donc, comme d'habitude, on suit toujours le plan. Le plan est le suivant. Revenu, nous avons combien? Ici, les analystes pensent avoir combien parce que nous sommes au 9e mois de l'année. Au 9e mois de l'année, nous avons à peu près, enfin, troisième trimestre, nous avons à peu près 7 milliards 300 par là. Donc, les analystes s'attendent à avoir à peu près combien? On s'attend à avoir à peu près aux alentours des 10 milliards d'ici la fin d'année. D'accord? Donc, on va juste aller voir ici. On s'attend à avoir à peu près combien en termes de revenus à la fin de l'année 2022, ce qui est tout à fait possible ou bien grandement probable. Enfin, probable, on va le dire comme ça. Donc, 10 milliards 300, 10 milliards 280. On va mettre ça ici en termes de revenus estimés, donc 10 milliards 280, d'accord? Maintenant, croissance du revenu, on va mettre ici en pause, je vais mettre 0. Je vous ai toujours dit que une entreprise en croissance, je peux faire la prendre sans prendre en considération la croissance. Il y a une croissance sur cette compagnie-ci. OK? Il y a une croissance. Donc, quand vous regardez ici, la croissance est au moins d'une dizaine de pourcents d'une année à l'autre. Donc, il faut aller regarder les rapports financiers ici pour essayer de voir à peu près combien est-ce que ça pourrait se situer et lire ce que le management pense pour le long terme. OK? Donc, c'est pour ça que je dis ici, pour la croissance, je vais mettre 0, mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas zéro croissance. D'accord? Attention, il y a au moins une croissance de 10% ici et ça pourrait continuer. OK? Donc, je peux mettre 10% à titre d'information, mais la croissance tend à diminuer à long terme. Donc, faites également attention à ça. Donc, en termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on a? Free cash flow, le net income, c'est là où on va poser les premières. On va d'abord mettre pause à ce niveau-ci. Quand on parle de free cash flow ici, vous allez voir que vu que c'est nouvellement coté, parce qu'elle a un historique de free cash flow, d'accord? C'est une compagnie nouvellement cotée ici, donc vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup d'informations très très fiables. On va avoir quelque chose qui a ce sens-ci. Donc c'est pas très très bon pour travailler, ok? Donc ici je vais me baser premièrement sur ce que nous avons eu l'année précédente.
d'accord, pas l'année précédente, mais à peu près les périodes précédentes. Ici, nous avons eu des profits de 7 milliards 603 millions, d'accord, on voit ici Financial Income Tax, amortisation au catalogue. Donc, on va regarder ça ici. Je cherche à peu près des profits. J'avais un tableau tantôt tout à l'heure ici qui me permettait de voir tout ça rapidement. Ok, je pense que c'est celui-ci. Je vais juste aller regarder ça ici. Donnez-moi juste un instant. Alors, les profits. Alors, moi, j'avais calculé ici qu'on était aux alentours de 15% par là. Si on prend ici les profits nets divisés par le revenu sur les 6 premiers mois de l'année, donc je trouvais quelque chose aux alentours des 15% par là. Donc ici, juste pour ne pas que enfin, je pense qu'on a déjà assez étiré la vidéo ici. Donc je prends 15%, mais le 15%, sachez que je le tire à partir d'ici. Le free cash flow ici aura tendance à être moins élevé que le net income. Pourquoi? Parce que je pense qu'on investit massivement ici. Vu que il y a des investissements qui sont en train d'être faits ici, il faudrait aller regarder pourquoi, à quel niveau. Mais sinon, si on regarde à long terme ici, on a la possibilité de pouvoir égaliser ici les net income. Donc faites attention également à ça. So ici, qu'est-ce que je peux mettre? Bon. On va faire simple, hein. Je prends du 15%, notamment parce que quand je regarde les marges ici au niveau de ce que pensent les analystes s'attendent à avoir à peu près une quinzaine de pourcents de net income à long terme. Ok, ce n'est pas comme si on l'a jamais eu, on l'a présentement. Donc je prendrai ici 15%. On a même presque plus que ça. Donc en termes de nombre d'actions ici, alors le nombre d'actions ici sur cette compagnie-ci, j'espère que ça reste la même chose ici aujourd'hui. D'accord, on pourrait toujours aller vérifier ici. Mais on est aux alentours de 1 milliard 810 millions. Ok, 1 milliard 810 millions d'actions, donc 1 milliard 810, ok. En termes de PER, alors, vu le big trend que nous avons présentement ici, notamment la consommation de plus en plus élevée du streaming, donc la musique en ligne ici, donc je pense qu'à long terme, c'est une entreprise qui peut s'échelonner à 20, 25 fois les bénéfices. Je prendrais 20 et 25. Je prendrais 25 fois les bénéfices directement. Si vous pensez qu'on peut être à 20 fois les bénéfices, vous pouvez le prendre également ici. Mais si on prend également les les price to earning ici, qu'est-ce qu'on a ici, historiquement parlant? Donc, vous pouvez également comparer avec Universal. Vous allez voir qu'on a des PER très, très élevés. Mais c'est parce que les net income sont parfois également bas ici. Donc, faites attention par rapport à ça. Ça peut vous donner une mauvaise information. Donc, parfois également, il faudra aller regarder aux alentours de Warner Music. Donc, Warner Music, allez-y regarder à peu près les PER de Warner. Donc, si on prend également ici Warner Music Group, d'accord? C'est très différent de Warner Bros. Discovery, faites attention. Donc, quand on prend Warner Music Group ici, je prends ça, je ferme. Je vais regarder les price to earning, donc les PER de cette compagnie ici. Vous allez voir à peu près où est-ce qu'on se situe. On va à peu près aux PE de 31 ici, donc vous voyez que ça diminue de plus en plus, mais on est toujours aux alentours on est à quelque chose de plus élevé, on est aux alentours des 30 fois les bénéfices. On n'a jamais eu un plus bas que 25 fois les bénéfices, d'accord? Donc faites attention à ça. Donc je prendrai 25 fois les bénéfices directement, ok? Donc en termes de dette nette, sous réserve que la dette nette mentionnée ici soit la bonne, semble-t-il qu'on pourrait avoir quelque chose de plus bas que ça. Donc, en attendant ici le document détaillé des résultats financiers, parce que je ne pense pas avoir cette information ici, parce que quand je clique au niveau de la dette ici, je n'ai pas beaucoup d'occurrences. Donc, on va attendre qu'on sorte le 10Q ici pour voir à peu près le niveau d'endettement ici, parce que les résultats sont sortis le 26. Donc, on va attendre un certain moment avant d'avoir les résultats financiers ici avec la dette, d'accord? Donc, les informations sur la dette. Donc, on va prendre la dette du trimestre précédent. On va regarder la tendance également. Donc, on voit ici que la dette est aux alentours de 2 milliards 730. Même si je pense que le trimestre précédent, on avait moins que ça. Mais je vais mettre ici 2 milliards 730 de toutes les façons. Ça ne me dérange pas beaucoup. Donc, 2 milliards 730 millions. D'accord. Donc, maintenant, en qualité de dividende, on va y revenir. On verse un dividende ici. Donc, on va y revenir dessus. Donc, on a 10 milliards 280. 10 milliards 280. D'accord, 15% de ce montant-ci, d'accord, ça revient à combien? On revient à peu près à 1 milliard 542 multiplié par 25 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette 2 milliards 730, d'accord, ça nous donne ici aux alentours de 35 milliards 820, ok, 35 milliards 820. Divisé par le nombre d'actions, on a un nombre d'actions à combien? À 1 milliard 810, 1 milliard 810 millions, d'accord? On arrive à une valorisation de 19,20 euros l'action. On cote à combien? 19,61. Donc, au prix actuel, Universal est correctement évalué et ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance des revenus. D'accord. Maintenant, si croissance des revenus, il y a aux alentours de 10%, tout ce qui viendra en supplément est un bénéfice. Si augmentation des marges, il y a, c'est un bonus. Donc maintenant, sur Universal, je ne dirais pas qu'on n'a pas d'opportunité d'investissement. Ça va dépendre de la croissance future. Ça va également dépendre de l'augmentation des marges. Et augmentation des marges, il pourrait y avoir ici. D'accord. Parce que je pense que plus le streaming sera
populaire, parce que c'est déjà le cas ici aujourd'hui, plus ils auront tendance à augmenter les prix. C'est pour ça que les gens comme Spotify font bien d'aller vers le podcast directement, parce qu'ils ne peuvent pas être concurrents. C'est pas comme du Netflix où on pouvait créer nos propres films, etc., nos propres séries, et c'est plus facile de prendre le game comme ça, mais avec la musique, c'est très différent. Et dites-vous également que la musique ne change pas beaucoup. Donc parfois, les musiques qu'on a aujourd'hui sont des anciens sons qui sont sortis il y a très longtemps. Donc on mange continuellement ici, d'accord? On peut faire un sample ici d'une musique de Bob Marley, par exemple, interprétée ici retraitée ici par Drake. Donc il suffit juste qu'une petite partie du son apparaisse dans la musique, dans un son de Drake, et on va prendre ici des royalties en supplément. Donc faites très attention. Moi, j'aime bien ce domaine-ci. La propriété intellectuelle, surtout au niveau de la musique, ça marche fort. OK? So, pour Universal, en date d'aujourd'hui, nous avons un prix intéressant, donc aux alentours des 19, je ne cherche pas avec exact, donc 19,79 €, donc je vais mettre 20 € ici pour faire simple, environ 20 €. Donc 20 € ici, ça pourrait être un bon prix d'entrée, donc au prix actuel, ça pourrait être un bon prix d'entrée parce que ça ne prend pas en considération la croissance ni l'augmentation des marges. Mais attention, j'ai utilisé des PER de 25, ok? Donc si les PER tendent à diminuer, on aura une information totalement différente. Donc si on fait simple ici, donc je ne dis pas que c'est exactement ça, mais on pourrait s'attendre ici à peu près, si on fait fois 25, fois 20, donc on pourrait s'attendre ici, si on prend ici fois 20 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à peu près vers à un prix aux alentours des 16 € par là. C'est pas exactement le calcul ici parce qu'il sera peut-être un tout petit peu plus élevé que ça. Donc, on pourrait être aux alentours de 16 ici, donc 16, 19. Façon, du moment où on est là pour le long terme, on peut se dire que le prix actuel est intéressant. Maintenant, ça va dépendre de l'augmentation des marges, ça va dépendre de l'augmentation des revenus. Et ça, vous n'avez pas le choix que de lire les rapports financiers pour vous faire votre propre avis. De toutes les façons, investir à long terme, on doit absolument lire les rapports financiers et pas juste les états financiers. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. En parlant de dividendes, donc pour faire simple, vous savez que moi j'aime toujours passer par le raccourci que j'adore, c'est celui de dire que si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en termes de dividendes au prix actuel, donc on a 1,542 milliard d'euros ici, divisé ici par la capitalisation boursière ici qui est aux alentours de 35,550 millions, ça vous donne ici un rendement de 4,33%. En date d'aujourd'hui. Or, on vous distribue ici un dividende de 2,45%, donc il y a de fortes chances que le dividende ici continue à être croissant ou bien qu'on ait un rachat d'actions également. Donc pour le dividende, pour le moment, je ne m'inquiète pas. D'accord? Maintenant, ne me demandez pas si on va continuer à payer le dividende ou pas, je n'en sais rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'entreprise continue à cracher du cash. C'est ça qui m'intéresse. Un cash de plus en plus stable, premièrement, et croissant à long terme. Deuxièmement, ce serait l'idéal. D'accord? Ici, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc, allez-y faire vos devoirs sur Universal Music Group. Je pense que nous avons ici une belle entreprise. Le prix actuel est intéressant. D'accord? On pourrait demander mieux que ça. Mais voilà, c'est déjà intéressant. D'accord? On va se dire ici que c'est tout pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.